bienvenue à notre nouvelle émission Pour un avenir vert. Qu'est-ce que c'est que Pour un avenir vert? C'est une émission dans laquelle on va à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises qui ont mis au cœur même de leur entreprise des pratiques plus éco-responsables. Et on va également parler avec Désirée Nzamba, une experte en environnement. Elle va nous parler, elle va vulgariser pour nous certaines des pratiques qu'on devrait nous-mêmes mettre en place dans nos propres vies, comme par exemple diminuer l'utilisation de plastique et d'emballages à usage unique. On y va? Aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire et d'innovation durable. On va débuter avec Sandrine Milante d'Ecolofarm, parce que vraiment, Sandrine, c'est à la base même de ton entreprise, tout ça. Hein? Absolument, oui. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Sandrine, si on veut bien comprendre ce qu'est Ecolofarm aujourd'hui, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on recule 15 ans en arrière pour voir, tu sais, ça t'est venu de où cette idée-là de lancer ça? Bien, en fait, si on regarde la majorité des consommateurs, on est très confrontés par la quantité d'emballage qu'on va voir quand on va à l'épicerie, avec la restauration rapide, etc. Puis c'est sous la loupe hein, depuis plusieurs années, puis c'est là qu'il y a une très, très grande quantité de déchets d'emballage. Mais le milieu de la pharmacie, c'est le deuxième plus gros générateur de matières résiduelles. Donc, des emballages en pharmacie, tant à cause du cosmétique que du côté alimentaire de nos pharmacies, etc. Et l'emballage des médicaments. Les petits pots! Les médicaments, oui. Ça génère énormément de déchets d'emballage. C'est pas tous dans la catégorie emballage à usage unique, parce qu'on les garde pendant 30 jours, 90 jours, le temps qu'on utilise un médicament. Mais en bout de ligne, ça reste un emballage, puis on va s'en débarrasser à la fin. Oui, parce qu'on ne le ramène pas pour qu'il remplisse nécessairement. Exactement. Oui. Donc, Ecolofarm, en fait, il y a 15 ans, j'ai fondé l'entreprise pour m'attaquer à ça, pour être sûre d'offrir des solutions qui soient plus éco-responsables, qui puissent justement repenser à un processus industriel complet du début de l'approvisionnement jusqu'à la gestion de fin de vie de ces emballages-là. Puis quand tu dis, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que toi, tu t'es assise, puis tu as regardé ce qui se faisait, les façons de faire. Je pense même dans ta famille, c'était ça l'entreprise, pas Ecolofarm, mais... Oui, l'entreprise dont j'avais repris la direction générale fabriquait toutes sortes de produits de plastique, dont des fioles de médicaments, oui. Et là, tu as fait, je vais analyser comment c'est produit. Ça part de la conception même de l'emballage, j'imagine. Tout à fait. Jusqu'à la qualification des fournisseurs et compagnie. Tu as repris l'entreprise familiale, mais ce n'était pas exactement la même chose que ce qu'est Ecolofarm aujourd'hui, non? Non, en effet, l'entreprise familiale dont j'avais repris la direction générale fabriquait, entre autres, des fioles de médicaments. Mais c'était par sous-traitance. Donc, on n'avait pas le contrôle nécessairement sur les détails de l'approvisionnement, comment est-ce que la mise en marché serait faite, etc. Puis, il y avait des choses qui m'embêtaient vraiment beaucoup. Puis, plus je posais de questions, plus je me rendais compte qu'en fait, les gens faisaient les choses sans savoir pourquoi et ne se questionnaient pas vraiment fondamentalement sur comment est-ce qu'on pouvait faire les choses mieux. Un exemple de ça, c'est on fabriquait des fioles de médicaments qu'on mettait dans des boîtes de 100 unités. OK. Puis moi, je pose la question, pourquoi des boîtes de 100 unités? Est-ce que je peux faire des plus grosses boîtes, tu sais, moins de carton, moins de ci, tu sais? Et la réponse, c'est, bien, en 1974, c'était la référence du nombre de prescriptions servies par une pharmacie en une semaine. Bon, ça a changé un peu, je pense. On était en 2008, puis la référence était avant ma naissance. Et là, je me suis dit, attends, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est 1000 par jour. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à livrer 10 petites boîtes de carton avec un sac de plastique dans toutes les pharmacies partout à travers le pays à chaque jour? Ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens. Oui. Donc déjà, juste d'être capable de réfléchir là-dessus, de se questionner, ne jamais prendre pour acquis qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé la question puis que la solution est déjà trouvée. C'est vrai. Pour pouvoir véritablement commencer à réfléchir à un nouveau processus. Fait que oui, nous, c'est passé aussi beaucoup par le design. Oui. Parce que par le design de notre produit,
on a diminué de 35 la quantité de matière plastique utilisée. C'est une toute autre matière plastique que ce qu'il y avait sur le marché avant que nous, on sorte nos produits. Donc, c'est enfin un produit qui peut être recyclable. Wow. Est-ce qu'il est recyclé? On l'espère, mais d'où l'importance aussi de parler de circularité, parce que je pense que dans une entreprise qui veut réfléchir à son processus convenablement doit aussi réfléchir à la gestion de fin de vie et récupérer ses produits à la fin de leur cycle d'utilisation normale. Mon Dieu, mais tellement, oui. Puis j'imagine que quand il y a 15 ans, tu n'étais pas rendu aussi loin que ça. Tu as franchi des étapes, tu es allé chercher des certifications. Est-ce que ça a contribué à t'aider ou toi-même t'as fait évoluer les certifications? Non, mais pour vrai. Jusqu'à un certain point, je vais te dire, en 2018, quand on a été certifié B Corp, on est allé chercher cette certification-là de Benefic Corporation. Parce que pour nous, ça faisait du sens. On l'avait dans notre ADN, on l'avait vraiment, on le vivait, mais on voulait se le cadrer vraiment dans un processus de certification qui soit plus rigoureux. Puis quand on a fini cette certification-là, B Corp nous a dit qu'on était les premiers manufacturiers de produits d'emballage en Amérique du Nord à obtenir cette certification-là. Donc, c'est vraiment un processus qu'on était les premiers à faire en croyant presque, ben non, voyons donc, il y en a d'autres qui doivent faire les choses comme nous. Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Mais ça m'amène à une question, ça. Tu sais, les gens ont souvent tendance à penser, parce que c'est bon pour la planète, ça coûte beaucoup plus cher, puis les entreprises qui font ça, leurs marges sont moins grandes. Mais en bout de piste, toi, ça te permet de te démarquer aussi. Tu as été une visionnaire, puis ben, quand on est premier, souvent, ça vient avec des coûts peut-être, mais ça vient aussi avec des avantages. Absolument. Moi, là où j'attirais l'attention des entreprises, c'est quand le développement durable est vraiment intégré dans le modèle d'affaires, quand c'est le fondement même de l'entreprise, puis tu parlais de l'innovation durable, etc. Quand tu es capable de mettre ça dans ta culture d'entreprise, les avantages économiques de l'optimisation que tu vas aller chercher, la chasse au gaspillage que tu fais, etc., toutes les économies font en sorte que tu te retrouves à être beaucoup plus compétitif. Si mon design de produit utilise 35 moins de plastique, c'est que j'en ai consommé 35 moins, 55 moins d'électricité, 39 moins de carton. Ça fait pas de sens que j'arrive pas à rendre ça viable, périn et durable dans le temps comme modèle d'affaires. Puis c'est sûr que pousser cette optimisation-là à ce niveau-là, bien, ça amène, oui, une efficience globale dans l'entreprise, mais ça amène aussi une rétention du personnel, une mobilisation, un engagement, en fait, des partenaires, du personnel et des clients. Parce que ils font partie vraiment d'une solution, d'une mission de faire les choses différemment. Puis ça paraît. Donc, ça aussi, ça a un très, très gros avantage. Un avantage marketing, un avantage... RH. Oui, RH, oui, tout à fait. Oui, oui. Puis est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as pensé dès le départ? Ou c'est venu, puis tu as constaté ça? J'espérais que j'y arriverais. Ah oui, hein? Je n'étais pas sûre. Je n'étais pas aussi convaincue au départ. Parce que, honnêtement, il y a 15 ans, parler de développement durable, parler d'éco-conception, parce que tout ce qu'on fait, nous, se base sur les piliers de l'éco-conception, bien, c'est sûr que c'était challengeant, parce que les gens nous disaient tout le temps, « Mais oui, mais les autres aussi sont recyclables. » Non, non, attends un peu. Le vrai travail que nous, on fait, c'est pas juste de mettre un produit recyclable éventuellement sur le marché. C'est d'être sûr de réduire son empreinte environnementale en amont, de faire les bons choix dans chacune des étapes de fabrication et d'approvisionnement pour que si ton patient, il jette la fiole par la fenêtre de sa voiture à la fin, bien, au moins, ça aura eu un impact environnemental. Aujourd'hui, on le sait, on le mesure, on est rigoureux, c'est 33 moins de dégagement de GES. Donc, on sait qu'on est nettement mieux pour l'environnement que la compétition, simplement par ce processus-là, sans même encore
avoir toute la possibilité Compléter qu'on a de la boucle, fermer la ouais. boucle. Ouais, Oui, ouais. exactement. Puis quand tu parles de ça, comment c'est reçu? Parce que je sais que non seulement, bon, c'est à travers le Canada, je pense que vous Oui. vendez vos Oui. produits, Oui. mais il y a des percées au niveau des États-Unis, en tout cas, peut-être, je sais pas. On est à en venir. développement. On est en Ouais. développement, en démarche pour pouvoir rentrer nos produits aux États-Unis, oui, puisqu'actuellement, c'est plus de 40 des pharmacies au Canada qui utilisent nos produits, donc c'est assez Wow! généralisé, oui, à travers le pays. Ah, toutes mes félicitations, vraiment, c'est très impressionnant comme Merci. parcours. Mais comment c'est perçu? Je reviens à ma question. Quand tu arrives, cong, 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 ben, peut-être que maintenant c'est plus facile. J'imagine que les portes sont ouvertes plus facilement, mais comment c'était perçu, justement? Je te dirais Il y a que... beaucoup d'éducation à faire. Hein? Exactement. Il y a 15 ans, on était face à une incompréhension de c'était quoi vraiment l'éco-conception et le développement durable. Donc, beaucoup d'éducation. Aujourd'hui, les gens, que ce soit les patients face à leurs pharmaciens, exigent beaucoup plus, ont beaucoup plus cette sensibilité-là et exigent de leur compagnies, des corporations avec lesquelles ils transigent, exigent qu'il y ait une certaine reddition de compte de dire est-ce que tu as fait un choix qui est éco-responsable pour moi? Donc, les pharmacies se retrouvent justement à être de plus en plus confrontées à des gens qui se questionnent là-dessus. Et on voit aussi au niveau des très gros groupes, avec les différentes exigences de reporting sur les facteurs ESG, etc. Oui. Bien, de plus en plus, nous, ça fait des années qu'on dit, nous, on a du data, c'est vérifié, c'est audité, on sait c'est quoi notre impact environnemental, on peut partager ce data-là. Bien là, maintenant, on a vraiment les grosses corporations qui disent, OK, shoot-moi ça. Vous faites partie de la solution. Shoot-moi ça parce que j'ai vraiment ouais. besoin de justifier mes chiffres. Wow. Donc, c'est là, je pense, où moi, c'est sur cet élément-là que ça a beaucoup évolué dans les 15 dernières années. Oui, le mindset de mes clients et de leurs propres clients a beaucoup évolué. Il y a encore de l'éducation à faire, mais ça va mieux. On se bat toujours contre le greenwashing parce que il y en a énormément. Mais ce qui nous protège, c'est le processus de mesure qui est en arrière. Si on est rigoureux puis qu'on est capable de mesurer notre impact environnemental, puis mesurer les économies en matières premières, en GES, etc., c'est là qu'on est en train de faire vraiment tourner le jeu un petit peu pour amener les entreprises à comprendre qu'un processus de développement durable, ce n'est pas une petite initiative, c'est un changement de modèle d'affaires. Tout à fait. Hey, merci. Merci, Sandrine. Je t'écouterai pendant des heures. Hein, ça finit pas. Oui, non, mais vraiment, tu es passionnante. Un gros merci pour ce partage-là. J'espère que ça fait évoluer un petit peu plus les mentalités. Un gros merci. Bien, merci à vous. Donc, Désirée, on a vraiment une émission très intéressante, très riche. Mais peut-être qu'il y a des termes qui sont un petit peu complexes. Fait que j'aimerais ça si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire. Ben oui, merci Julie. Dans le fond, l'économie circulaire, c'est un mode de production ou de consommation qui consiste à réparer, réutiliser, rénover et recycler les produits ou les matières premières dans le but d'allonger leur durée de vie utile. Dans le fond, généralement, on parle d'économie linéaire de matière, donc c'est là d'où a été créée l'économie circulaire, parce qu'en économie linéaire, c'est simple. On prélève la matière première, on l'utilise, ensuite on la jette. Après, on recommence, on prélève la matière première et ainsi de suite. Ça fait que ce n'est pas viable dans le temps. Alors que l'économie circulaire consiste à différents niveaux de réintroduire justement certaines matières, que ce soit juste en réutilisant ou en réparant qu'est-ce qui ne fonctionne pas, le réutiliser, ou en recycler ces produits ou matières-là en autres produits ou biens de consommation. Oui, c'est très clair comment tu l'expliques, merci. Puis là, on parle beaucoup aussi de synergie, synergie industrielle, mais il peut y avoir toutes sortes de synergies entre les entreprises, entre autres. As-tu quelque chose à me dire là-dessus? Mais oui, dans le fond, la synergie, c'est quand même c'est très en vogue en ce moment. Oui. C'est un réseau de maillage
dans des organisations, des entreprises, des industries qui se partagent des ressources entre elles. Fait qu'elles peuvent se partager des ressources, que ce soit matériel, en termes de bâtiments, etc., mais aussi leurs déchets. On dit déchets, mais en synergie, les matières résiduelles d'une entreprise peuvent être la matière première d'une autre. Fait que c'est beaucoup en vogue en ce moment au Québec. Donc, il y a beaucoup de réseaux, qu'on dit, de synergie qui s'échangent des matières, ils s'échangent aussi de l'eau. Ils peuvent se partager des ressources en eau aussi entre elles, des camions, des ressources énergétiques entre elles, le transport, etc. Fait que c'est vraiment une avenue pour allonger la durée de vie utile des matières premières que nous prenons dans le sol, parce que comme on le sait tous, elles sont non renouvelables. Donc, il faut penser durer sur le temps et favoriser l'économie circulaire dans ce sens et la synergie. Alors, on continue maintenant avec M. Gilles Venn, qui est directeur du développement des affaires chez Éco-Captation. Bonjour, Gilles. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, on s'est parlé un petit peu avant qu'on commence à tourner, puis je suis complètement fascinée par tout ça, là, par tout ce que vous avez créé, finalement, Éco-Captation. Est-ce qu'on peut faire un petit survol peut-être de l'historique puis de ce que c'est? Bien, Éco-Captation a été créé là, en 7 ans environ. Je suis cofondateur. J'étais avec un partenaire on voulait faire une différence dans la gestion des matières résiduelles. Puis, on était attiré beaucoup par le polystyrène. Au début, c'était de créer un produit à partir de polystyrène recyclé. Fait qu'on a fait plein de tests. J'ai brûlé une panoplie de plats à biscuits à ma conjointe, à faire des tests, à faire chauffer du polystyrène avant de comprendre dans quoi on s'embarquait. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que c'est un produit merveilleux. Tant qu'à moi, c'est le meilleur produit plastique qui existe, qui est le plus avantageux pour plein de choses. C'est pour ça qu'il y en a tellement. Il y a une raison à ce que tout le monde utilise ça pour le transport, la protection, pour l'alimentaire et tout. C'est parce que c'est un bon plastique, facilement recyclable, mais pas bon pour la collecte sélective puis les systèmes actuels. Donc, il fallait trouver un peu comment le gérer. Et de là est venue Éco-Captation. Donc, ça se veut de capter la matière le plus près possible du générateur, puis de contrôler tout le transport, la manutention et tout, de façon à ne pas altérer la matière physique pour pouvoir conserver ses propriétés pour le recyclage. OK. Bon, là, juste pour le néophyte, qui ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que le polystyrène, des exemples, s'il vous plaît. Les barquettes alimentaires, entre autres. Donc, quand on va là, à l'épicerie puis qu'on achète un morceau de viande. Du bœuf haché, les glacières de poissons. Il y a énormément d'alimentaires. C'est à usage unique parce que les gens... Ben oui. Puis nous, on a mis en place, dans le fond, c'est que vous le rincez, puis vous le rapportez à l'éco-centre, puis on va le récupérer tel quel. On ne va pas le mélanger dans un camion. Puis pourquoi on ne voulait pas qu'il soit mélangé dans la cueillette sélective? C'est comme une petite anecdote. Vous prenez une boîte de céréales avec des raisins secs dedans. Si on vide la boîte de céréales à terre, puis on dit de récupérer les raisins, ça va bien. Mais si on prend la boîte, puis on l'écrase, puis on fait le même exercice, les raisins sont perdus dans le milieu de choses. Le polystyrène, sa propriété fait qu'il est fragile. Donc, dans la cueillette sélective, dans les camions, dans les centres de tri, plus on le manipule, plus il se détache. Fait que c'est pour ça qu'il était comme banni des centres de tri conventionnels. Donc, il fallait trouver une façon de le capter puis de le conserver. Fait que les barquettes alimentaires, les caisses de poissons, les produits d'emballage de télévision, d'ordinateurs électroniques, les meubles. Fait que du polystyrène, il y en a partout, parce que c'est le plus résistant. C'est aussi le meilleur produit isolant. Il peut isoler autant le chaud que le froid. Et c'est celui qui le résiste le plus aux impacts et le plus léger. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on retrouve ça dans tout ce qui est important en matière, est emballé soit dans du plastique, des bubble wrap qu'on appelle, du film avec de l'air pour la résistance, et énormément de polystyrène. Parce que c'est le plus léger. Donc, on est capable, dans un transport, d'emmener plus de produits finis pour le même poids. Si on emballerait dans du papier, du carton ou d'autres produits, on aurait moins de produits finis. Donc, automatiquement, une hausse des prix de tout ce qu'on consomme. Tout à fait. Donc, il y a un avantage réel à utiliser ce polystyrène-là, ce produit-là, qui est pécunier pour les entreprises. Exact. Là, vous avez évolué. L'entreprise Éco-Captation a migré, donc s'est intégrée au sein d'une plus grosse entreprise. Oui. En fait, Nexemia a fait l'acquisition d'Éco-Captation il y a 2 ans. Oui. Nexemia étant
pétrochimie qui fabrique la résine de polystyrène. OK. Et ils ont, depuis plusieurs années, ils essaient et puis ils pensaient à devenir avec une résine recyclée. OK. Et pour pouvoir alimenter cette usine-là, il faut qu'il y ait un approvisionnement, tu sais, de gérer un peu l'approvisionnement des ressources pour pouvoir alimenter l'usine, pour répondre aux demandes. OK. Là, leur intérêt de faire l'acquisition d'éco-captation, parce que c'était exactement le matière première qu'on récupérait. Donc, on est devenu la première chaîne de valeur intégrée à boucle fermée pour un plastique là, à travers le Québec et l'Amérique du Nord. Il n'y a pas, à part Cascade, Kruger dans le carton, qui met du carton sur le marché qui récupère, mais dans le plastique, ça ne se faisait pas. Fait qu'on maintenant, on a une chaîne intégrée. Fait que vous allez créer un modèle, littéralement, pour... Oui, c'est littéralement ça. Donc, Nexemia fabrique une résine qui va être envoyée à des mouleurs qui vont fabriquer soit la barquette alimentaire, soit les produits d'emballage ou peu importe. Ouais. Et à partir de là, le consommateur, quand il a terminé, on a mis un processus de captation dans les éco-centres, des points de dépôt, dans les ICI. Donc, on peut capter à peu près dans tout ce qui existe, entreprises, hôpitaux, écoles, nommez-les. C'est sans fin, Ouais, là, c'est vraiment. sans fin. Puis, on va récupérer cette matière-là, puis on va retourner la bonne résine. Ce qu'il faut comprendre, l'éco-captation, son but, c'est de séparer les types de polystyrène selon leurs composantes chimiques et propriétés physiques en fonction du recyclage. Parce que c'est pas tous les polystyrènes qui peuvent revenir en résine recyclée pour, mettons, pour de l'emballage, ou c'est pas tous les polystyrènes qui peuvent servir à faire de l'alimentaire. Il y a des accréditations à passer et tout. Donc, notre rôle, c'est de vraiment démystifier tous les types de polystyrènes, les séparer par type de matière, les nettoyer, les purifier et les préparer à être réinjectés dans la chaîne de valeur. Puis ça, j'imagine que ça contribue à dépolluer tout le cycle qu'on entretient avec l'utilisation, justement. Surtout que le polystyrène était... on voulait le bannir, le 7 ans. Oui, c'est ça. Donc, ça allait directement dans un site d'enfouissement. Tu sais, nous, chez Éco-Captation, on est beaucoup axé sur le vrac qui était dédié au site d'enfouissement. OK. Puis, je donne un exemple. 400 à 500 tonnes de polystyrène vrac, ça ne représente rien en tonnes. Non. Mais en volume, c'est l'équivalent de 4 terrains de football sur 10 pieds de haut de polystyrène qu'on va prendre dans un site d'enfouissement puis qu'on va enlever. Oui. Donc, ça représente énormément de transport de camions parce que c'est un produit qui ne se compacte pas. Fait qu'une tonne de polystyrène représente 34-35 tonnes de déchets compactés. Donc, le fait de faire des points de cueillette, des captations dans les villes, dans les écocentres, a un impact direct sur la diminution des fréquences en besoin de camions de déchets sur l'ensemble de la collectivité. Fait que chaque tonne qu'on récupère, c'est 34 tonnes de déchets qu'on peut transporter de plus dans le même camion. Donc, ça a un impact direct sur le nombre de fréquences, le nombre de volumes qu'on va récupérer en déchets. Fait que même, logiquement, les appels à proposition pour les services de déchets devraient descendre parce que le besoin est moins grand. Parce que la matière qui se compactait le moins, on l'a enlevée du système. Ah, c'est fascinant. Donc, il y a un vraiment. impact, pas juste pour le produit, mais pour la collectivité. C'est un gros impact. Pour les sites d'enfouissement, ça veut dire que c'est une prolongée de la durée de vie. Oui. Parce que vu que ça ne se compacte pas, tu enlèves ça. Fait que chaque tonne, tu peux mettre 35 tonnes d'autres produits. Fait que, logiquement, le site d'enfouissement va durer 4, 5, 6, 7 ans plus long avant d'être plein. Fait qu'on a tout à gagner à bien cibler ces types de matières-là. C'est quoi l'écoute? Est-ce que... Parce que j'imagine que oui, là, c'est plus facile de prêcher maintenant. Les gens sont plus ouverts à entendre parler de ça. Au début, l'écoute était très négative. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le système de gestion des matières résiduelles est bâti sur un service à la tonne. OK. Mais transporter de l'air, c'est pas pesant. Donc, comment on met un chiffre à la tonne? Ouais. Donc, l'écoute n'était pas là avant, jusqu'à temps qu'on commence à avoir des données sur c'était quoi le vrai impact. Ouais. Juste dans notre circuit intégré avec Nexemia, chaque tonne de polystyrène récupérée et remise dans le système sauve 4 tonnes de CO2. C'est une réduction de 4 tonnes de gaz à effet de serre directement liée parce qu'on ne va pas le chercher dans les produits fossilisés. Ouais. Fait qu'il y a souvent des calculs qui sont faits à partir de transport seulement. Nous, on a la chaîne de valeur au complet. Fait que notre calcul représente, on va enlever des 4 tonnes de CO2 sur les matières fossilisées parce qu'on récupère la matière. Puis c'est un cycle de vie à l'infini. Polystyrène, on peut le recycler à C'est l'infini. ça, hein? C'est à l'infini. Oui. C'est pas comme de la fibre. La fibre, c'est 6, 7 fois, 8 fois, il y a certains produits. Mais dans les plastiques, on ne perd pas beaucoup de propriétés mécaniques. Là. C'est fascinant.
Puis là, il y a des choses qui s'en viennent, il y a une réglementation qui arrive à grands pas. Oui, bien, la Hein? responsabilité élargie. Ouais. Donc, Éco-entreprise, qui était l'organisme dédié pour mettre ça en place. Oui, Un gros mandat. oui. C'est probablement le plus gros mandat qui va se faire au Québec depuis que je travaille en environnement, ce qui fait hier ou avant-hier. Ça fait Oui. quelques années, mais non, c'est un des plus gros mandats que j'ai vu en environnement. C'est le fun de voir qu'on est ambitieux. Oui. Puis on essaie de donner tout le support qu'on peut, nous, parce qu'on y croit vraiment. Puis c'est à notre avantage aussi, parce que, je veux dire, le polystyrène, il va être visé par ce programme REP-là aussi. Donc, on veut... puis on offre aussi au gouvernement, dans le fond, à Éco-entreprise, bien une chaîne de valeur concrète. Éco-captation va, s'il peut participer à ça, sûrement. J'ose espérer qu'on Ben va oui, faire partie oui, de la... oui. Mais, tu sais, nous, on sépare les types de polystyrène, puis on va les acheminer sur le marché local aux autres consommateurs, pas juste à Nextchemia. Donc, Nextchemia peut prendre une bonne portion, il va avoir un volume, un type de produit, mais les autres consommateurs locaux ont aussi besoin de polystyrène. Ben oui. Puis, il y a plus de polystyrène qu'il va y avoir de joueurs capables à le gérer ou à le traiter. Fait que la bonne nouvelle, c'est que c'est une nouvelle ère de recyclage pour un nouveau produit plastique qui était dédié à être banni. Ouais. Puis, on est en train de renverser la vapeur. C'est pas un produit qui va être banni éventuellement, là. Wow, ça prend de la vision, hein? Ça prend du souffle. Ah, ça prend un petit peu d'innocence, je crois. Tu sais, je regarde aujourd'hui tout ce ça a impliqué, puis recommencer. Je sais pas, j'aurais encore La force de faire la force de le faire. Bien, c'est vrai qu'on vieillit. On est moins, tu sais, Ouais. on fait beaucoup d'heures. Tu sais, au début, c'est des 80-90 heures semaine. On travaille tout le temps, là. Ouais. Les fins de semaine, au début, moi, ma famille venait avec moi, les enfants, ma conjointe, sur le chariot élévateur, puis on plaçait l'usine parce qu'on n'y arrivait pas, là. Mhm. Tu sais, fait Ouais. qu'on voit que, tu sais, que ça a évolué avec le temps, mais présentement, on a tout près d'une centaine d'éco-centres qui participent, des demandes chaque jour, c'est des nouvelles demandes. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte qu'il y a un avantage à enlever ça de Ouais. le cycle de gestion, puis on essaie vraiment de les capter avant qu'ils retournent dans les matières résiduelles, Uh-huh. parce que ça reste une matière première. Fait que plus elle est propre, plus elle est facile à recycler, fait qu'on doit capter le plus près possible. De là, le concept éco-captation. C'est fascinant. Un gros merci d'avoir, mon Dieu, d'avoir suivi votre vision puis d'avoir porté ça fièrement. Vraiment, merci beaucoup.